Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais aussi leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Nous proposons de la formation business, du coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie pour les cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Julien Auconte. Julien Auconte est avocat depuis 2001. Après être passé par Veiljourde et par le cabinet Stellin, il a rejoint Auguste et Debouzy en 2007. Depuis lors, il est devenu associé au sein du cabinet Auguste Debouzy et va vous expliquer son parcours, ses modes de réflexion, son mode de management, son positionnement et ses moyens d'acquisition client. Je vous souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu sur Apple Podcast. Eh bien bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat Julien Auconte. Tu es avocat associé chez Auguste Debouzy, situé 7 rue de Téhéran à Paris. Bonjour Julien Auconte. Bonjour Valentin. Cette fois, ça enregistre, on n'a pas Cool. merdé sur la technicité. Non, parce qu'avec Julien, on s'est vu déjà une fois où j'ai eu des difficultés avec l'enregistrement et je te promets aujourd'hui, ça ne se passera pas de la même façon. Ok, super. Alors toi, du coup, tu es avocat depuis 2001. Tu Ouais. as commencé ta carrière chez Veiljourde où tu es resté 3 ans. Ouais, Tu es ensuite allé chez Stellin pendant la même durée. Ouais. Et tu es chez Auguste et Debouzy qui est devenu Auguste Debouzy tout à fait. depuis 2007, donc 14 ans. Tout à fait, ouais. J'ai rejoint ce cabinet en janvier 2007 et j'en suis devenu associé en janvier 2012. Très clair. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait déjà en termes d'études, de parcours? Enfin, je le sais, mais dis-le aux auditeurs. Tu le sais parce que je te l'ai déjà dit une Exactement. fois. Écoute, moi je suis né à Marseille. J'ai fait mes études à Aix-en-Provence, à la faculté d'Aix-en-Provence, puis à l'Institut de droit des affaires. Et ensuite, à la faveur d'une dérogation qui n'était pas si simple à obtenir à l'époque, je suis venu faire le FBA à Paris. Et donc, j'ai trouvé un stage. Je pensais au début être avocat. Je pensais être un avocat plaidant, faire du contentieux, du pénal. Je pensais même être avocat à Marseille d'ailleurs. Et en fait, à la faveur d'une histoire personnelle, je suis venu à Paris et j'ai trouvé un stage en fusion-acquisition. Qui était une matière que je ne connaissais absolument pas. Je l'avais abordée au cours de mes études en droit des affaires, bien entendu. Et donc j'ai fait mon stage au cabinet Ginestier. Et ensuite j'ai rejoint le cabinet Veil. Donc voilà, ça a été ma découverte du milieu des fusions-acquisitions. Et j'ai tout de suite été séduit par ce côté assez très dynamique, ces équipes qui travaillent ensemble avec l'ensemble des expertises du cabinet, puisqu'il faut acheter, céder des entreprises, donc un ensemble de droits finalement économiques, et donc on travaille avec des experts en droit social, en droit fiscal bien entendu, en contrats commerciaux. Et j'ai beaucoup aimé le côté dynamique, le côté projet de ces opérations, et j'ai décidé d'en faire mon métier. À quoi tu t'attendais lorsque tu poses ton premier pied finalement chez Veiljourde et que tu deviens avocat? Est-ce que les missions que tu pensais avoir sont les missions que tu as réellement? Ou est-ce que tu déchantes un petit peu? Ou est-ce que justement tu es conforté dans ton choix? Non, alors moi, j'ai pas déchanté du tout parce que la technique de formation de ce cabinet était une technique très proactive et qui consistait à mettre les jeunes avocats tout de suite vraiment en situation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prisme où d'abord on faisait uniquement de la data room et puis ensuite les annexes du contrat et puis ensuite finalement on parlait aux clients et on commençait à avoir des contrats. On était tout de suite mis en avant sur les dossiers, on travaillait sur des leviers qui étaient assez resserrés, hein, puisqu'il y avait un associé
un ou deux collaborateurs, et donc il y avait beaucoup d'espace pour exister. Ce qui était très challenging, mais qui était à la fois très, je peux l'avouer maintenant, très angoissant, parce qu'on se retrouvait tout de suite en première ligne sur des affaires importantes et avec des enjeux significatifs, mais c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé. Très vite, le contact client, la possibilité de toucher à la documentation contractuelle, faire des markups, on faisait bien entendu des data rooms, on faisait tout le corporate propre aux opérations de M&A, donc c'était vraiment très complet, c'était une super expérience, c'était un cabinet qui était très dynamique, qui était porté par une équipe d'associés corporate M&A très, très talentueux qui sont ensuite partis dans de très belles maisons. Et c'était vraiment très intéressant et j'ai beaucoup apprécié cette première collaboration qui malheureusement, c'est terminé parce que le cabinet était en train de se séparer. Plusieurs associés, en particulier celui pour lequel je travaillais le plus, avaient quitté le cabinet. Et je suis allé, j'ai rejoint le cabinet Stellin, qui était un cabinet qui faisait également du corporate M&A, qui était une structure plus petite, mais où, parce que je le souhaitais et parce que ça s'est dealer comme ça avec les associés, j'étais également plutôt en autonomie sur les dossiers, donc j'ai continué ma formation, j'ai fait plus de droit des sociétés, j'ai fait plus de restructuration, et ça m'a permis de bien appréhender et de toujours bien connaître, j'espère, les mécaniques de corporate qui sont utiles dans les opérations de fusion-acquisition et de private equity, de venture capital. Et puis voilà, et ça se passait bien, j'aimais bien ce cabinet, je m'y suis senti un peu à l'étroit à un moment, et puis la vie est bien faite, puisqu'on m'a proposé de rejoindre un autre cabinet, qui était Auguste et Debouzy, donc à l'époque, et j'y suis allé avec enthousiasme, et j'ai pas été déçu. Très clair. Et donc, quand tu étais lors de tes deux premières expériences chez Veillejourde puis chez Stellin, est-ce que tu commençais déjà à avoir un développement actif ou est-ce que tu étais beaucoup plus dans la formation et dans l'apprentissage de tes techniques? Les deux, mon capitaine. Non, évidemment, quand on commence, il faut apprendre. Il faut apprendre des collaborateurs seniors, il faut apprendre des conseils, il faut apprendre des associés. Donc, j'apprenais beaucoup, j'apprenais par capillarité, j'apprenais parfois même de mes clients, puisqu'on était avec des clients très sophistiqués, qui faisaient eux-mêmes beaucoup d'opérations, donc ils savaient exactement ce qu'ils voulaient, ils savaient comment ils voulaient structurer leurs opérations. J'apprenais parfois aussi de mes confrères d'ailleurs, pas toujours forcément avec bienveillance, mais m'apprenaient les choses trappes dans lesquelles il fallait pas tomber. Et puis, parallèlement à ça, ça c'est plus propre à moi, j'ai eu la chance d'assez vite tomber sur une bande d'entrepreneurs sortis d'écoles d'ingénieurs et qui ont tout de suite commencé à monter leur société. Et j'ai eu la chance assez tôt de pouvoir les accompagner sur des opérations qui étaient des levées de fonds, qui étaient des petites sessions, qui étaient des restructurations. Donc j'ai appris le contact client d'une part en étant au contact de la clientèle de mon cabinet, puisque comme je te l'expliquais, on était vraiment mis en avant et on avait ce contact client tout de suite. Et puis j'ai été aussi amené à développer ce contact client parce que j'avais mes clients à moi, quoi. J'avais mes clients à moi et ça s'est pas démenti. J'ai eu cette chance puisque en fait certains sont partis ensuite dans des groupes plus significatifs comme Engie pour ne pas le citer et se sont retrouvés à des postes à responsabilité dans certaines sociétés filiales d'Engie où ils ont continué à me confier leur dossier, ce qui était quelque chose que je traitais en clientèle personnelle. Et ça devenait un peu compliqué au niveau de ma vie personnelle parce que ça faisait quand même beaucoup d'heures de travail, même si c'était très gratifiant et que j'apprenais beaucoup de choses et c'était enthousiasmant. Et moi, j'ai fait le choix quand j'ai rejoint Auguste et Debouzy de leur dire écoutez, j'ai certains volants de clients et je préférais les traiter via le cabinet. Et donc j'ai amené cette clientèle au cabinet quand j'ai rejoint Auguste et Debouzy pour me concentrer uniquement sur le développement d'une clientèle qui appartenait au cabinet, que je gérais pour le compte du cabinet plus précisément.
Très clair, mais c'est assez intéressant parce qu'on le voit assez rarement des collaborateurs qui rejoignent un nouveau cabinet d'avocats et qui font le pas de proposer directement au cabinet d'apporter cette clientèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est passé, sans rentrer dans les détails financiers, etc. Je sais que tu ne viendras pas, mais en tout cas m'expliquer la démarche. Écoute, si tu veux, j'arrivais à un niveau où en fait j'étais pas mal sollicité par des avocats qui avaient posé leur plaque et qui me proposaient de les rejoindre pour développer cette clientèle au sein d'une structure individuelle. Ou de s'associer directement, j'avais 6 ans d'expérience, de s'associer directement pour développer ça. J'avais envie de continuer à évoluer dans un cabinet avec une surface plus importante, une base de clientèle plus importante, une empreinte internationale importante et plus institutionnelle sur le marché. Et donc j'avais le choix de continuer à traiter cette clientèle en perso, mais bon, je voulais également m'investir pleinement dans la structure que je rejoignais. Donc le perso, c'est quand même compliqué, ça demande du temps. Les clients qui te confient des dossiers en perso, ils ne comprennent pas forcément pourquoi leur dossier serait uniquement traité le soir et le week-end. Ils veulent pouvoir appeler leur avocat à des heures de bureau. Et donc, moi, j'ai fait ce choix. C'était le résultat d'une discussion que j'ai eue avec le cabinet. Effectivement, il y avait un système où je m'y retrouvais financièrement. Et puis surtout, j'avais un positionnement qui était intéressant, puisque bon, je continuais à gérer mes clients, mais en pouvant leur offrir la plateforme qui est Auguste et Debouzy. Donc, c'est-à-dire, moi, je faisais du corporate pour eux, je pouvais leur proposer maintenant du droit social, du droit fiscal, de l'IP, de l'IT, du contentieux, une palette beaucoup plus large. Et donc, ça m'a permis aussi, pour certains de ces clients, de faire grandir l'empreinte que je pouvais avoir auprès d'eux et de leur proposer plus de services juridiques et un service de grande qualité, bien entendu. Et ça n'a pas été une difficulté en termes de politique de prix ou de politique de facturation, puisque tu rejoignais un cabinet qui était quand même plus important que le cabinet Stellin. Tout à fait. Comment tu as fait pour justement amener cette nouvelle facturation sur le tapis? Eh bien, écoute, en discutant, en discutant, en leur expliquant que j'allais être disponible pour eux comme pour tous les autres clients du cabinet, qu'ils n'étaient plus les clients de Julien Aucomte, mais les clients d'Auguste et Debouzy, et qu'ils allaient avoir un service plus réactif, de qualité au moins égale, si ce n'est supérieure, et avec une politique de prix. Après, le cabinet a été bienveillant à cet égard, puisqu'il m'a permis de continuer à... c'est assez difficile d'augmenter significativement d'un mois sur l'autre ta facture de 40, 50, 60%, même si tu as fourni plus de travail. Donc on a fait un step-up, une mise à niveau progressive, et ça s'est bien passé. Donc vous avez lissé finalement cette augmentation. Oui. Et puis certains de ces clients étaient, je te dis, certains de ces clients avaient rejoint des structures qui étaient de taille significative et qui avaient l'habitude de travailler avec des cabinets de place, type Auguste et Debouzy, donc ils ne sont pas non plus tombés de leur chaise. Très clair. Donc tu arrives chez Auguste et Debouzy en 2007, qui devient Auguste Debouzy récemment. Exactement. Tu peux nous parler un petit peu des différentes étapes que tu as vues au sein du cabinet, notamment de ton rôle au sein de la structure lors de ces 14 dernières années? Écoute, moi j'ai rejoint ce cabinet avec un titre qui est un titre que l'on donne aux avocats qui ont 6 ans d'expérience, qui s'appelle avocat senior. Donc je suis arrivé en tant qu'avocat senior. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es, c'est un managing associate en fait, donc tu es en charge de la gestion de tes dossiers, sous la responsabilité d'un counsel ou d'un associé bien entendu. Tu es en contact avec ton client, tu produis ta documentation et tu commences à encadrer des juniors. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à exercer mon activité ici, en apprenant à plus déléguer, en apprenant à travailler avec des avocats plus jeunes que moi, en continuant à apprendre beaucoup sur les dossiers, parce que j'avais encore beaucoup à apprendre, on a toujours beaucoup à apprendre, et donc ça s'est bien passé, et ensuite je suis passé assez naturellement
au stade de counsel, qui est un stade intermédiaire entre l'avocat senior et l'association. Et puis ensuite, donc quand tu es counsel, tu continues à affirmer un petit peu ton autonomie sur tes dossiers et à animer une équipe. Et puis j'étais intéressé par le partnership et j'ai eu des discussions et qui ont abouti à une association à la fin de l'année 2011. Très clair. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours d'association que tu as pu avoir au sein de Auguste et Debouzy ? Ouais. Est-ce que tu avais dû définir un positionnement, un business plan clair, ou ça s'est plutôt passé au feeling ? Comment ça s'est passé ? Non, ça s'est passé selon un process qui est un process établi dans le cabinet. Tu candidates à l'association sur la base d'un business case et c'est ensuite un système d'interview individuel tout d'abord et puis in fine un vote de la collectivité des associés. Donc j'ai fait une campagne, d'association. Alors elle est la chance d'Auguste Debouzy, c'est que c'est un cabinet dont le centre, l'unique centre était aussi avenue de Messine, donc j'ai pas eu besoin d'aller à New York ou à Londres pour aller me présenter à des gens qui m'avaient jamais vu. C'était quand même des gens qui travaillaient depuis plusieurs années avec moi et avec qui on avait établi des relations de confiance concrètes sur des dossiers qu'on avait traités ensemble. Donc je crois quand même que j'étais arrivé en 2007, en 2011, en 2012. Ici, il y a 150 avocats. À l'époque, il y en avait peut-être un petit peu moins. Donc tout le monde me connaissait quand même plus ou moins, voyait ce que je faisais. Et puis j'ai fait cette campagne où j'ai réaffirmé mon fort intérêt pour la structure, pour mon fort désir de devenir associé, de rejoindre ce partnership pour pouvoir continuer à faire grandir cette base de clientèle et puis la base de clientèle générale du cabinet et la notoriété du cabinet, ce qui a été entendu et j'ai été nommé associé. Mais effectivement, oui, il y a eu un process. Alors, tu parlais de feeling, bien sûr, il y a toujours un feeling, mais une fois encore, les gens me connaissaient, donc la case feeling, je pense, avait été cochée. Tu sais, la case feeling, elle est assez vite cochée. Enfin, nous, on a un système où, mais comme tous les cabinets, hein, finalement, on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, on échange beaucoup. Donc le feeling, on sait assez vite si le feeling est là ou s'il n'est pas là. Mais tu as raison, c'est un élément important. En particulier, nous, on est un partnership qui apporte beaucoup d'importance à l'humain, hein, au-delà des critères financiers, des expertises juridiques de chacun. On tient à ce que ça soit un partnership agréable, équilibré. Et donc, tu as raison, le feeling, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans la promotion de nos avocats et dans le choix de nos associés. Très clair. Donc du coup, tu es nommé associé en 2011. Alors oui, mais non, enfin, fin 2011, effectif au 1er janvier 2012. Ok, donc tu es nommé associé au 1er janvier 2012. Alors je le dis à chaque fois parce que c'est assez drôle et ça peut être mis en résonance. 2012, c'était la pire époque de la crise des dettes souveraines. Je ne sais pas si tu te souviens, tu es peut-être un peu jeune pour ça, Valentin. Ouais, je me souviens. Mais c'était la crise de la dette grecque qui elle-même faisait suite à la crise de 2008, dite crise des subprimes. Et moi, donc, j'étais en 2011 candidat à l'association et je me revois sur une plage en Corse lire le journal au mois d'août et me dire waouh, cette histoire part quand même assez mal. Les marchés sont en train de s'effondrer. Il y a plus d'argent nulle part. L'Europe va se disloquer. Je ne suis pas sûr que ça soit de très bon augure pour un avocat M&A. Et puis, c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant au cabinet. À la fin de l'année 2012, le Partnership Committee et les associés fondateurs de ce cabinet m'ont dit écoute, on avait dit qu'on te ferait associer au 1er janvier 2012 et donc on va le faire. Tu passeras associé au 1er janvier 2012. Ce qui est assez incroyable et ce qui est une belle preuve de loyauté finalement de tes associés. Ouais, une belle preuve de loyauté, une belle preuve d'optimisme aussi, mais c'est un cabinet qui est plein d'optimisme tout le temps.
Ce qui est une excellente chose. Et donc, quand tu présentes finalement ce plan, ce business case dont tu parlais tout à l'heure, tu deviens associé au 1er janvier 2012. Ouais. Comment ça se passe en termes de suivi? Est-ce que les associés plus seniors s'approchent de toi pour te donner les bonnes pratiques, les bons conseils, les bonnes méthodes, puisque ton rôle quand même au sein de la structure change, même si tu développais déjà depuis des années et des années, puisque quand tu viens chez Auguste, tu apportes quand même déjà de la clientèle. Ou est-ce que tu es un peu livré à toi-même? Comment ça se passe? Non, alors tu n'es pas livré à toi-même puisque tu bénéficies toujours de l'assistance de l'ensemble du partnership du cabinet, hein, puisqu'on travaille sur des dossiers. Le cross-selling est très, très valorisé, très mis en avant. Tu sais qu'une des caractéristiques principales de notre cabinet, en tout cas celle qu'on affiche en premier et qui est la première réalité, c'est que c'est un cabinet full service. Donc tu travailles avec certains de tes associés sur des problématiques transverses sur tout un nombre de matières, mais néanmoins, oui, tu deviens associé, donc tu deviens responsable, pas forcément d'une équipe, parce qu'ici les collaborateurs de l'équipe travaillent pour plusieurs associés, mais enfin tu deviens quand même responsable des gens que tu fais travailler, tu deviens responsable de ton chiffre d'affaires, tu deviens responsable de ta gestion client, tu es point de contact pour le client, pour toute une catégorie de clients. Quand ils s'adressent à Auguste de Bouzy, ils appellent Julien Auconte, ils appellent n'importe lequel autre de mes associés. Donc oui, ça change les choses quand même. C'est l'aboutissement d'une première période de ta carrière professionnelle. Je me souviens d'un associé de chez Veil qui, quand il avait appris mon association, m'avait envoyé ce message qui m'avait fait sourire. Il m'avait dit bravo pour le passage des formalités. Donc C'est flatteur. c'était sympa et je le remercie. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement d'une première partie de ta carrière professionnelle qui dure normalement une petite dizaine d'années, quoi. Mais c'est surtout le début d'une nouvelle grande aventure. Donc là aussi, de toute façon, c'est un métier qu'il faut faire. Si on n'aime pas les choses challenging, c'est assez dur de se projeter dans ce métier. Donc c'est quelque chose qui est excitant, mais qui vient avec les responsabilités qui y sont attachées, bien entendu. Très clair. Et toi, du coup, lorsque tu es nommé associé du coup, au 1er janvier 2012, il existe déjà d'autres associés Oui, en M&A et dans oui. ton département, je ne sais pas si vous fonctionnez en département. Comment est-ce que tu prends ta place pour justement créer un élément de différenciation par rapport aux autres associés vis-à-vis du marché? Écoute, évidemment, il y avait déjà des fusions-acquisitions au sein de ce cabinet depuis l'origine, hein, puisque Gilles Auguste est un avocat de corporate M&A. Et donc j'ai rejoint une équipe, je ne saurais plus te dire à l'époque, mais il devait déjà bien y avoir 5 ou 6 associés. L'idée, c'est pas forcément d'être différenciant, l'idée c'est d'avoir la force de frappe la plus importante possible sur le marché. Donc tu viens mettre tes capacités au service d'une équipe pour que cette équipe soit la plus percutante possible, qu'elle puisse traiter le plus de dossiers possible pour un maximum de clients. Moi, à titre personnel, j'ai continué à faire ce que j'ai toujours fait finalement, donc du private M&A, du private equity et dans une certaine mesure du venture capital, donc on va dire un généraliste en matière transactionnelle, donc j'ai pas vraiment cherché à être différenciant sur ce sujet, mais plutôt à venir renforcer une équipe qui tournait déjà à plein régime, quoi. Très clair. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les 3 termes que tu viens d'utiliser? Parce qu'il y a des étudiants en droit qui nous écoutent et même Ah des bon? élèves avocats qui nous demandent parfois justement quelle est la distinction entre le private M&A, private equity, venture ou le distress M&A, etc. Est-ce que tu peux un peu expliquer ces 3 termes pour qu'on comprenne bien la différence entre ces 3 typologies d'opérations? Oui, bah pour rester simple, ce qu'on appelle le private M&A, c'est des opérations de fusion-acquisition, donc rachat, vente de sociétés, qui sont menées pour le compte de clients industriels, qu'on oppose aux public M&A qui sont les mêmes opérations, c'est-à-dire des rachats, des cessions, mais qui sont menées par des sociétés cotées. Le private equity est un monde très vaste, mais on va dire qu'en tout cas, nous, la manière dont on l'exerce, c'est des opérations de rachat et de vente de sociétés qui sont menées pour le compte de sponsors
Ce qu'on appelle les sponsors, ce sont les fonds d'investissement. Ça peut être également des fondateurs qui font rentrer des fonds d'investissement au sein de leur capital. Et puis ensuite, tu as le venture capital qui regroupe les activités sur les sociétés de nouvelles technologies et qui consiste en des prises de participation minoritaires par des fonds de capital risque au sein de start-up et ensuite les sorties industrielles qui y sont rattachées. La sortie industrielle, c'est quand la société se revend à un acteur plus gros. C'est quand une start-up se revend, quand par exemple une start-up va se revendre à Orange, à Thales ou je ne sais qui. Très clair, parfait. En tout cas, c'était limpide. Bon, c'était les questions qui peuvent nous être posées. Et donc, tu arrives finalement dans cette équipe en tant qu'associé, tu apportes ton cerveau, tu apportes une force de frappe supplémentaire, mais pas une velléité d'évangéliser ou de défricher un marché vierge que vous n'avez pas encore attaqué avec finalement ton département. Non, pas cette velléité, puisque en fait le cabinet était déjà présent. Il n'y a pas beaucoup de secteurs de l'industrie qu'on ne représente pas. Alors bon, moi, il s'est trouvé que à l'époque, j'avais beaucoup travaillé dans le secteur des énergies renouvelables, donc on peut dire que j'ai poussé un petit peu dans le secteur de l'éolien, du solaire. Avec d'autres associés, en particulier d'autres associés qui nous ont rejoints ensuite, comme mon associé Julien Wagman. J'ai poussé sur ces secteurs-là, mais non, j'ai pas développé une activité sectorielle vraiment différenciante, parce qu'une fois encore, il y avait déjà beaucoup de secteurs de l'industrie qui étaient couverts ici. Il y a un département IP, IT, maintenant data qui est très fort, donc on avait déjà beaucoup de clients dans le domaine de l'informatique, des SS2I, ce genre de choses. Il y a quand même un ADN chez Auguste et Debouzy qui est très aéronautique, défense, donc ça existait aussi. L'industrie du luxe est beaucoup représentée, l'énergie est beaucoup représentée, donc on a continué à pousser dans ces voies qui étaient existantes et pour essayer d'avoir toujours plus d'opportunités, de clients. Je te dis, si j'ai poussé dans un sens, c'était, je pense, le renforcement de cette pratique plus financière, private equity. Très clair. Le cabinet ayant à la base un ADN assez industriel, étant plutôt proche de gros corporates que de fonds d'investissement. Très clair. Et donc tu nous as dit tout à l'heure qu'à partir du moment où tu devenais associé, ce qui est devenu ton cas en 2012, tu es aussi responsable d'un chiffre d'affaires et d'un portefeuille client. Ouais. Comment est-ce que toi tu as fait pour justement aller chercher cette clientèle que tu devais développer, puisque tu étais en responsabilité et tu avais fait tes formalités telles que ça avait été envoyé par l'avocat de chez Veillejourne? Écoute, c'est une question qui est toujours un peu mystérieuse. La relation avocat-client, elle est très spéciale, elle est difficile à définir. C'est des relations de confiance. Il faut parler aux gens, il faut leur expliquer qu'on peut les aider, qu'on peut les assister, qu'on est pertinent sur tel type d'opération. Il faut parfois souvent même se mettre en avant face à la concurrence, puisque c'est un marché qui est très concurrentiel, en particulier sur le marché des fusions-acquisitions. Donc il faut rencontrer les clients, il faut parler avec eux, il faut leur donner envie, il faut les convaincre. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Alors évidemment, on rencontre des gens régulièrement, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué. Ils viennent au cabinet, on boit un café, on discute, on explique ce qu'on fait, ce qu'ils font, on essaie de trouver des points de convergence. Ça peut se passer à l'occasion de déjeuner quand les restaurants sont ouverts. Et puis nous, on travaille beaucoup également avec un système qui est l'organisation de cycles de formation. Donc on recevait, je parle au passé puisque c'est, comme tu t'en doutes, un peu mis entre parenthèses en ce moment, mais on recevait plusieurs matins par semaine, à peu près une centaine de personnes qui venaient écouter des formations sur des sujets aussi divers que
les dernières actualités du droit social, une explication de la loi de finances pour l'année. En ce qui me concerne, ce qu'on appelle un cycle formation M&A qui se faisait sur plusieurs séances avec les lettres d'intention, les avant-contrats, ensuite le SPA, donc le contrat de cession, le pacte d'actionnaires et une session dédiée aux expertises de prix, aux formules de prix. Donc tu touches des gens comme ça en faisant un exposé doctrinal mais essentiellement pragmatique, en parlant de précédents que tu as rencontrés, qui peuvent eux-mêmes leur faire penser à des situations auxquelles ils ont été confrontés dans leur pratique quotidienne. Et puis après, il y a ce moment qui est toujours un petit peu magique où un client t'appelle, ou plutôt un prospect t'appelle et te dit j'aimerais vous confier un dossier. Très clair. Donc finalement, beaucoup d'entretien de la relation avec du réseau où tu vas pouvoir toujours rencontrer des prospects qui deviendront un jour clients. La formation, qui est un élément mis en place, et ce petit côté de mystère où tu sais pas trop pourquoi un client t'appelle, mais tu es très heureux qu'il t'ait appelé. Oui, mais ce qu'il faut principalement, c'est être présent auprès de tes clients. Il faut pas les assommer de coups de fil. Ils ont du boulot, il faut les laisser vivre, mais il faut être, faut savoir ce qui se passe, faut lire la presse, faut s'intéresser à leur business, il faut être en amont de leurs problématiques, parler avec eux pour que les choses s'enclenchent bien le moment venu. Les appels entrants, les demandes de propositions de services, ça existe, mais il y a aussi... nous, on a de la chance d'avoir cette clientèle qui est assez fidèle, et si elle est fidèle, c'est parce que je pense qu'on prend le temps de la voir souvent, de discuter avec elle, de nous intéresser à leurs problématiques, de leur faire part de certaines de nos réflexions sur des sujets juridiques, d'échanger avec eux, et c'est plutôt comme ça qu'il faut fonctionner. Mais d'ailleurs, il ne faut pas attendre d'être associé pour faire ça. C'est le job d'un avocat dès ses plus jeunes années de commencer à discuter avec ses clients, d'essayer de voir au-delà de la simple question juridique qui t'est posée, d'essayer de comprendre un petit peu la problématique de manière plus globale et de l'orienter. Ce qui est le plus gratifiant dans ce métier, si je pars du principe que tous les cabinets de la place sont sur le même niveau d'expertise technique, ce qui est le plus gratifiant, c'est d'avoir accès à un conseil stratégique, en particulier sur des opérations de fusion-acquisition, et donc de pouvoir discuter avec eux de sujets un peu plus ouverts que uniquement la clause X, Y, Z de tel contrat, même s'il faut le faire, même si ça aussi il faut le faire, mais il faut également prendre un peu de hauteur parfois avec eux, avec les clients, et discuter de manière un petit peu plus prospective et stratégique, bien sûr. Donc devenir finalement un camarade d'affaires plutôt qu'un simple avocat, entre guillemets, qui va traiter le juridique tel qu'il devrait se traiter dans une opération M&A. Oui, il faut accompagner les clients, de la manière la plus globale possible. Et je discutais avec Alexis Rapp d'ailleurs sur ce podcast qui me disait que lui faisait de la veille d'opportunité pour certains repreneurs, il fait du restructuring, pour certains repreneurs lorsqu'il voyait des opportunités au sein de son portefeuille. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi pour tes clients en disant écoutez voilà je vois une cible qui peut être pertinente au sein de mon portefeuille, ça pourrait être intéressant par rapport je sais pas, à la politique du groupe, par rapport à l'absorption d'un sous-traitant ou quelque chose comme ça, c'est des choses que tu fais? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que les clients nous demandent d'ailleurs parfois de faire. Alors c'est très propre au restructuring, hein, mais c'est également le cas en M&A. On est souvent très en amont sur des sujets de cession ou sur des sujets de groupes internationaux ou sociétés du CAC 40 ou très grosses sociétés qui veulent se délester d'une de leurs branches, d'une de leurs activités. On connaît par ailleurs des industriels, on connaît des fonds d'investissement, donc on peut avoir ce réflexe, dans le respect bien entendu de toute la confidentialité qui est imposée par nos règles professionnelles, mais d'essayer de créer un lien quand on pense qu'il y a quelque chose qui ferait du sens, et ça évidemment les clients aiment beaucoup. Alors c'est souvent, j'y reviens, le métier des banquiers d'affaires, mais oui, non...
C'est également quelque chose qu'on fait, d'essayer de créer des liens, d'essayer de créer des relations entre, plusieurs clients, ou alors des opportunités qu'on nous soumet quand on pense qu'elles peuvent intéresser un client, ou ce genre de choses. Ça permet d'être très en amont sur un dossier. Ça permet de le structurer, de le designer le plus vite possible avec le client, qu'il soit à la vente ou qu'il soit à l'achat. Et c'est quelque chose qu'on fait également, oui, bien sûr. Très clair. Et est-ce que tu vois une évolution, ou plutôt deux, trois points d'évolution entre Julien Auconte qui devient associé en 2012 et l'associé que tu es aujourd'hui, 9 ans plus tard? Des cheveux blancs, je pense. Essentiellement. Non, non. Tu sais, c'est un métier où on apprend toujours. Et donc, oui, plus d'expertise, mais tout simplement parce que j'ai fait plus de dossiers. Quand tu traites 10, 20 dossiers d'acquisition par an, parfois plus les très bonnes années, finalement, les situations que tu rencontres au bout d'un moment, tu les as vécues peu ou prou dans un autre dossier. Donc tu gagnes du temps, tu gagnes de l'expertise, tu peux tout de suite dire à ton client comment ça a été traité. C'est d'ailleurs souvent ce qu'ils recherchent, hein. Et s'ils viennent vers des cabinets comme le nôtre, c'est parce qu'ils savent qu'on traite beaucoup de dossiers et qu'on a vu passer beaucoup de choses. Donc ce que j'ai gagné, c'est de l'expérience. Et puis, bon, je faisais la blague sur les cheveux blancs, mais une forme d'assurance, c'est-à-dire que évidemment, quand j'ai vu passer une situation 3, 4, 5, 6 fois, je suis beaucoup plus à l'aise pour driver mon client et lui expliquer tout de suite vers où il faut aller, plutôt que de faire 3 conférences téléphoniques et 2 réunions pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que pourrait être un outcome possible. Très clair. Et en termes de management, est-ce que tu as pu évaluer, parce que je sais que le management c'est quelque chose qui n'est pas appris au sein des facultés de droit, j'en suis le témoin également. Ouais. Est-ce que toi tu as mis des choses que tu as vues en place? Tu me disais notamment que ce qui t'avait beaucoup plu chez Veiljour dans 2001 et jusqu'en 2004, lorsque tu étais avocat, c'est que finalement on t'a jeté dans l'eau pour que tu apprennes à nager. Est-ce que c'est des choses que Sous tu... surveillance, hein, Sous surveillance, j'étais toujours surveillé avec un maître nageur. par un maître nageur. Ouais. Est-ce que c'est des choses que toi tu as reproduit ou justement tu les as adaptées, tu as adapté ce que tu avais vu? Non, je les ai complètement reproduites. Et d'autant plus facilement que c'était déjà la typologie de fonctionnement d'Auguste et de Bouzy. C'est un cabinet où les jeunes sont très vite mis dans le bain, pour filer la métaphore sur la piscine, sont très vite mis dans le bain, très vite confrontés à de la rédaction de contrats, participation à des négociations bien entendu, relations clients. Nous aussi, comme dans tous les cabinets où j'ai travaillé, avec des ratios sur dossier qui sont assez faibles, puisque c'est un avocat associé et deux collaborateurs. Certains d'entre eux pouvant parfois être un stagiaire EFB. On choisit nos stagiaires EFB avec une grande rigueur, parce que il y a de grandes chances qu'ils deviennent nos futurs collaborateurs. Et donc on part en équipe restreinte. On part et tout le monde saute dans l'eau, et ensuite il faut que chacun se débrouille. Alors évidemment toujours sous la supervision d'un associé. Tout ce qui rentre et tout ce qui sort de ce cabinet est vu par un associé, visé par un associé, relu par un associé en fonction du niveau de seniorité de l'avocat qu'il a produit. Mais non, moi de manière très naturelle, j'ai reproduit ce qui avait été ma technique de formation, et c'est une technique de formation, je réemploie le terme challenging, mais qui est assez responsabilisante pour les jeunes avocats qui très vite vont se retrouver à devoir gérer des situations complètes et parfois complexes. Très clair.
Et aujourd'hui, c'est quoi? Alors là, on était sur les collaborateurs, tes équipes, ce que tu as fait au préalable et l'évolution que tu as eue durant ton poste d'associé. Est-ce que, en termes de décision stratégique aujourd'hui du cabinet, chaque avocat associé a sa voix et participe à cette vision stratégique du cabinet? Ou est-ce que c'est finalement à ceux qui ont envie de le faire? Est-ce que c'est un grade à atteindre? Comment ça se passe concrètement? Non, alors, il y a 32 associés ici. Et toutes les décisions les plus structurantes, y compris celle de choisir un nouvel associé, relèvent de la collectivité des associés. Ensuite, il y a au sein de ce cabinet plusieurs comités qui réunissent plusieurs associés. Il y a un comité qui s'appelle le Partnership Committee et qui, même s'il s'appelle Partnership Committee, gère en premier lieu l'évolution de la carrière de tous les collaborateurs pour les progressions internes selon les grades que je te présentais tout à l'heure, avocat, avocat senior, counsel et in fine associé. Donc il fait une recommandation. Il y a un comité dit de management qui surveille les chiffres du cabinet chaque semaine. J'ai la chance d'en faire partie et qui surveille donc Tu vas pouvoir me donner tes chiffres alors. Qui surveille le pilotage de tout ça. Et puis tous ces comités reportent à la collectivité des associés, un peu comme une société anonyme où il y aurait un conseil d'administration et des comités spécifiques, mais qui, in fine, reportent à l'Assemblée générale et donc à la collectivité des associés qui se prononce sur les décisions les plus importantes. Très clair. Aujourd'hui, c'est quoi les ambitions de Auguste de Bouzy? Vous êtes aujourd'hui 150 avocats à Paris, donc 32 associés, Tout à avec fait. du coup un beau taux de leverage. Mm. Est-ce que votre ambition, c'est de rester à un effectif similaire? Est-ce que c'est de pouvoir vous étendre, comme ont fait certains de vos cabinets homologues dans d'autres pays, par exemple? Est-ce que c'est de pouvoir se rapprocher de différents acteurs? Comment vous envisagez la suite? Écoute, c'est une question à laquelle ça serait présomptueux de répondre tout seul. Je ne suis pas responsable de la stratégie de développement du cabinet. Ce que je peux dire, c'est que 2021 est une année importante pour nous puisqu'elle a commencé par un déménagement. On a quitté les locaux historiques de la société qui étaient au 6-8 avenue de Messine pour rejoindre cette magnifique salle de réunion où nous sommes installés, Valentin, au 7 rue de Téhéran, donc pas très loin, dans les anciens locaux de Christian Dior Parfum. Ce qui est un mouvement important pour nous parce qu'au-delà de la symbolique de quitter les locaux historiques, c'est des locaux qui sont beaucoup plus institutionnels, un très bel outil de travail avec vraiment beaucoup de salles de réunion, un immeuble très pensé de manière très intelligente, très efficiente pour pouvoir travailler au mieux. Et effectivement, 32 associés, 150 collaborateurs. Le prisme du cabinet, c'est d'être full service, c'est vraiment de couvrir tous les aspects, une fois encore, du droit des affaires, du droit de l'entreprise au sens économique. Quand une matière n'existe pas, qu'elle n'est pas développée en interne par un collaborateur qui a vocation à devenir associé, le réflexe, c'est d'aller chercher quelque chose sur le marché qui fonctionne et qui peut nous rejoindre dans le respect de nos critères. Critères de chiffres, critères de compatibilité humaine, critères de performance. Donc l'axe de développement, il n'est plus là. C'est pas grossir pour grossir. C'est d'être présent vraiment dans un maximum de domaines avec la force de frappe nécessaire. On procède à des recrutements de collaborateurs réguliers pour renforcer nos équipes. 2 associés nous ont rejoints au début de l'année, une pour compléter la pratique financement, l'autre pour développer la pratique projet Afrique. Il y aura sans doute d'autres recrutements. Et pour ce qui est de l'international, le modèle qui est le nôtre, c'est d'être un cabinet français qui exerce en France, mais plus de la moitié
notre clientèle est internationale. J'intègre à l'intérieur de ça les filiales françaises de groupes étrangers. Donc on travaille beaucoup à l'international et on travaille à l'international en s'appuyant sur un réseau de cabinets partenaires qu'on appelle les Best Friends et qui sont des cabinets similaires aux nôtres, c'est-à-dire institutionnels et positionnés au premier plan dans leurs juridictions respectives. Et donc on est capable de monter des équipes internationales sur des projets dédiés. Si un client me dit j'ai besoin d'acheter une cible qui a une activité en France mais également une au UK, une en Chine et l'autre au Brésil, eh bien on fera l'équipe nécessaire pour avoir des cabinets qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui réfléchissent au-delà des dossiers, échangent au-delà des dossiers chaque année sur des problématiques, évolution des fusions-acquisitions, je parle de ma matière, mais évolution du private equity dans nos marchés respectifs et ce genre de choses. Donc non, ouvrir des bureaux à l'étranger, c'est pas vraiment la stratégie de ce cabinet depuis l'origine. C'est plutôt de s'appuyer sur un réseau efficace de cabinets partenaires. Très clair. Aujourd'hui, je suis la société Hermès. J'ai la velléité de pouvoir acquérir une société dans le domaine du luxe, une société d'horlogerie. Très bien. J'ai 4 cabinets d'avocats face à moi. J'ai le cabinet Darrois, le cabinet Gide, le cabinet Auguste Debouzy et le cabinet JMD Pelletier-Juvigny Marpeau. Pourquoi je choisirais l'équipe M&A d'Auguste ? Pourquoi alors déjà tu as choisi des bons cabinets. Mais pourquoi tu partirais avec Auguste et Debouzy ? Parce que si tu veux acheter une société d'horlogerie, c'est sans doute qu'elle est localisée en Suisse et que nous on a parmi notre réseau international les meilleurs cabinets suisses qui travaillent avec nous. Donc déjà on va pouvoir te proposer une équipe franco-suisse. Ensuite, tu vas vouloir revoir un petit peu ce qu'il y a dans les entrailles de cette société d'horlogerie et nous, on est full service, donc on pourra regarder la partie contrats commerciaux, on pourra regarder la partie IT pour être sûr que leur système informatique va pour le mieux, on pourra regarder que tout est en ordre du côté corporate, on pourra structurer ça de manière fiscalement intelligente avec la Suisse, on pourra également regarder ce que ça dit au niveau des employés. Et donc tu vas te retrouver avec une équipe internationale, multijuridictionnelle, une équipe full service et une équipe qui donnera le meilleur de ce qu'elle a parce que c'est évidemment toujours intéressant de travailler avec des sociétés aussi réputées que la tienne. Et voilà, et on mettra tout ça dans une proposition de service et en plus, on est les plus sympas. Très clair, ça me va comme réponse. Et pragmatique, non, sympa, c'est pas une valeur cardinale en matière de M&A, mais en revanche, business-minded, pragmatique. Si tu as vraiment envie de l'acheter, on n'est pas là pour t'amener des problèmes, mais des solutions, tu vois. Et on va faire en sorte que tout ce qui sort de chez nous et qui remonte vers chez toi soit plutôt des propositions de solutions plutôt qu'une liste de problèmes sur laquelle toi tu devrais décider. Amen. Dernière question Julien, parce que je t'ai déjà pris un petit peu de temps. Aujourd'hui tu es avocat depuis 9 ans. C'est quoi tes ambitions pour la suite ? Tes prochains challenges ? T'es avocat associé, pardon. Associé, ouais, c'est ça. Mes prochains challenges, c'est de continuer à m'amuser, de continuer à faire ce que j'aime, rencontrer des nouveaux clients, continuer à avoir la confiance de ceux que je suis depuis plus longtemps, former mes équipes, c'est très important pour moi, travailler en confiance avec mes collaborateurs, mes collaboratrices, les amener au meilleur niveau, avoir un bon rapport entre leur qualité de vie et leur implication au sein de leur carrière professionnelle et continuer à faire ça dans la joie et dans la bonne humeur. Très clair, écoute, le mot de la fin me va parfaitement, Julien. Merci. Je te remercie pour cet entretien. Merci Valentin, j'espère que tu vas bien enregistrer. Je t'ai bien enregistré, t'inquiète. Ciao. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats.
Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.